Maruyama Masao a tenté de décrire dans ses essais politiques certaines des modalités épistémologiques de la période des Tokugawa, cela bien avant que ne démarre le processus moderne de construction de l'État-nation japonais. Maruyama a érigé en héros de la pensée un lettré confucéen du nom d'Ogyū Sōrai. Maruyama, dans ses essais politiques datant de 1940, a mis en lumière chez ce confucéen des notions qui ressembleraient ou qui correspondraient à des conceptions appartenant à la philosophie politique moderne. En suivant Olivier Ansart dans l'Empire des rites, paru en 1998, je le cite, Maruyama avait mis en exergue la distinction chez Sōrai du public et du privé, distinction qui permettait la conception d'une sphère politique autonome au sens moderne. Je vais tenter de décrire dans cet épisode la notion de rite confucéen et de voir de quelle manière Ogyū Sōrai la transforme, afin qu'elle puisse jouer un rôle nouveau dans la société encore féodale de la période Tokugawa, tout en permettant une différenciation entre un public et un privé, au sens que lui donne Maruyama Masao. Si le confucianisme est importé depuis le VIe siècle au Japon, le contexte de la période Tokugawa allant du XVIIe siècle au milieu du XIXe siècle est propice à la mise en avant de cette forme de pensée chinoise qui devient alors dominante. Je cite Olivier Ansart dans son livre « Une modernité indigène » datant de 2014. Selon la chronologie traditionnelle, les propos de Confucius et de ses successeurs et leurs nombreux commentaires furent introduits au Japon avec l'écriture chinoise et le bouddhisme au cours du VIe siècle. Leur étude, cependant, fut longtemps confinée au cercle étroit de la cour impériale, et plus précisément des quelques familles qui assurèrent le privilège de sa transmission. Puis plus tard, à certains temples bouddhiques dont les moines s'intéressaient à la philosophie morale et politique. Néanmoins, par rapport aux notions de base des théories confucianistes qui étaient véhiculées alors, je cite encore, celles-ci n'existaient cependant qu'en syncrétisme constant avec des concepts provenant des autres vocabulaires. De fait, c'est seulement à l'approche du XVIIe siècle que se produisent les premières tentatives de large diffusion et de purification des idées confucianistes. Le confucianisme a lui-même sa propre histoire en Chine, et celui qui émerge au XVIIe siècle au Japon est grandement influencé par la variation qui est généralement appelée le néo-confucianisme ou encore le confucianisme de la période Song, et provient du XIIe siècle sur le continent. Les débats qui ont eu lieu au Japon au XVIIe siècle procèdent en grande partie de la transposition de ces doctrines chinoises dans le contexte politique japonais dont l'organisation était bien différente de celle de la Chine, ce qui aurait amené des variations et des remises en cause des doctrines initialement importées. Pour Maruyama Masao, le lettré qui a le plus fortement critiqué le néo-confucianisme serait Ogyū Sōrai. Il aurait inventé une forme particulière de confucianisme qui se réclamerait du confucianisme antique chinois, dont la forme initiale aurait été mal interprétée par le néo-confucianisme dans la période Song en Chine. Afin de résumer mon propos sur le rite confucéen, je séparerai grossièrement le confucianisme en 3 entités facilement distinguables. La première entité serait le confucianisme de l'Antiquité, dont certains penseurs représentatifs seraient Mencius et Xunzi au IIIe siècle avant notre ère. La deuxième entité serait le néo-confucianisme, appelé aussi néo-confucianisme des Song, ou encore parfois qualifié de confucianisme métaphysique. La figure centrale est Xunzi au XIIe siècle. La troisième entité serait le confucianisme d'Ogyū Sōrai au Japon, appartenant au mouvement appelé Kogaku, les études anciennes, et qui, par l'examen critique de la seconde entité, aurait le souci de retrouver l'attitude des hommes de la première entité, celle en Chine antique au travers de la lecture des classiques. Par souci de clarté, je vais simplifier au maximum la grande complexité de chacune de ces entités. D'ailleurs, n'étant aucunement un spécialiste du domaine, je me perds allègrement dans des listes conséquentes de noms de penseurs chinois et japonais. La force de Maruyama Masao dans l'exploration de cette grande multiplicité est certainement d'avoir produit une icône avec la figure d'Ogyū Sōrai, cela au risque d'une simplification de la diversité des innovations au sein du Kogaku au Japon, c'est-à-dire l'étude des choses anciennes chinoises. Par rapport aux 3 entités du confucianisme que j'ai décidé d'isoler, la notion de rite est centrale et je vais tenter de l'aborder. Il est délicat de parler d'une notion si générale que le rite confucéen à partir de mes habitudes conceptuelles d'Européen. Il se produit nécessairement une transposition dans un régime discursif qui teinte le contenu d'une notion pourtant simple et qu'il convient de qualifier par des oppositions avec un référent extérieur. Par exemple, si je prends Alexis Lavis, sa description du confucianisme me semble relativement claire tout en amenant des mots à connotation fortement heideggerienne. Sur Confucius, je le cite, : il pose la question comment faire et non qu'est-ce que faire. Et plus loin, je le cite, : le cadre de cette pensée n'est pas celui développé en Grèce. Il ne s'interroge pas sur l'être des choses, mais sur la manière dont il est possible pour un homme d'habiter au sein d'un monde traditionnel particulier. La méthode concrète correspondant à ces formulations me semble pouvoir être le rite. Il s'agirait d'un acte qui n'opposerait pas d'un côté le théorique et de l'autre le pratique, encore moins le subjectif et l'objectif. Mais encore,
Le rite aurait un caractère normatif sur les individus le pratiquant. Je cite encore Alexis Lavis, : L'espace rituel n'est pas celui de l'expression de soi, mais celui de la discipline et de l'attention les plus entières. En aucun cas il ne faut ici faire preuve de créativité, car seule importe la perfection finale. Je cite encore sa formule brève et efficace, : Le rite ordonne et institue le monde. La valeur normative du rite, je pourrais dire le calibrage qu'il produit sur les individus le pratiquant par l'intériorisation de normes sociales, lui permet de jouer un grand rôle dans la gestion politique des populations. Mais les rites sont différents des lois, en ce sens qu'ils sont intériorisés par la pratique, et d'une certaine manière ils forment ou transforment l'individu devenant vertueux. Les lois au contraire s'appliquent de l'extérieur comme des punitions, qui certes limitent les agissements par la peur, mais ne produisent pas de comportement vertueux spontané aux individus. Je cite Olivier Ansart. : Les lois, pense Confucius, ne font qu'encourager l'hypocrisie et la dissimulation. L'ordre social des vertus doit plutôt être intériorisé comme une seconde nature, et cela est le travail des rites. C'est dire que les rites ne sont pas des cérémonies vides de signification, mais bien les codifications des attitudes vertueuses, dans les cérémonies comme dans les situations de la vie quotidienne. Voici un passage des Entretiens de Confucius qui présenterait cette caractéristique du rite. : Le maître dit qu'on le mène avec des règles, qu'on le corrige avec des châtiments, le peuple évite mais ne connaît pas la honte. Qu'on le mène avec des vertus et qu'on le corrige avec les rites, il connaît la honte et se soumet. De manière très simplificatrice, je pourrais dire que ce que les Confucéens nomment la voie, le Dao, Do ou Michi en japonais, consiste en général à suivre les rites et à atteindre la vertu. Je pourrais supposer qu'une question spéculative se poserait en ces termes. Est-ce les rites qui produisent la vertu ? Ou plutôt est-ce la vertu qui précède et qui donne sa forme au rite ? Dans la première des trois entités, celle du confucianisme antique, après Confucius lui-même, deux positions distinctes s'énoncent au IIIe siècle avant notre ère, et elles viendraient teinter deux lectures de la relation entre rite et vertu au travers de Mencius et de Xunzi. Tout d'abord avec Mencius, il y aurait l'idée que les vertus sont séparées et supérieures au rite. L'homme détiendrait naturellement les vertus en lui-même. Mencius aurait été celui qui a établi qu'il existe une bonne nature humaine. Je cite quelques formules célèbres. : L'homme a naturellement la voix. Ou encore, je cite, : Le savoir qu'ont les hommes avant de penser, c'est le bon savoir. D'après Olivier Ansart, dans l'Empire des rites, un ouvrage de 1998, je le cite, : Plus qu'à l'extériorité des rites, Mencius s'intéresse au cœur originel, qu'il faut conserver, et à l'effort nécessaire pour retrouver le cœur perdu, dépositaire du droit. Alors le rite n'est plus que le développement d'une de ces vertus innées à tous les hommes, celle du respect. L'autre position serait celle de Xunzi, elle est qualifiée d'artificialiste. Le rite ne serait pas un développement à partir d'une nature humaine vertueuse, mais serait une invention dont la règle serait construite. De cette querelle avec Mencius naîtrait sa fameuse formule de la mauvaise nature humaine. Voici un passage du Xunzi sur l'origine des rites. : Les anciens rois détestaient le désordre. C'est pourquoi ils ont décidé des rites et des devoirs, ont installé les distinctions, et ainsi ont nourri les désirs des hommes. Le rite artificialiste serait une construction des anciens rois qui canaliserait les désirs des hommes en raison du manque de nature humaine vertueuse et spontanée. Si chez Mencius la vertu précédait le rite, ici c'est l'inverse, c'est le rite qui produirait la vertu. Sur le rite artificialiste, je cite Olivier Ansart, : Le rituel semble tout-puissant dans son travail de démiurge de la conscience humaine. Le rituel donne aux pulsions indistinctes et anarchiques le sens et la valeur qui les font vraiment être, il en fait des vertus. Ainsi, au IIIe siècle avant notre ère, deux orientations du rite s'opposeraient, soit la vertu produirait le rite, soit c'est le rite qui produirait la vertu. Concernant maintenant la seconde des trois entités, celle du néoconfucianisme de la période Song, aux alentours du XIIe siècle en Chine, elle se placerait clairement dans l'héritage de Mencius, elle appuierait l'idée que la vertu produit le rite. Néanmoins, le néoconfucianisme possède un système de pensée beaucoup plus complexe qui totalise de nombreuses notions extérieures au confucianisme antique. Il existe des notions comme le li, traduisable par raison ou principe, ou le ki, traduisable par énergie ou matière. Ce type de notion qualifie non seulement le comportement individuel, mais aussi le cosmos. La complexité de l'ensemble et la volonté de systématisation entre le tout et les parties a valu au néoconfucianisme la nomination de métaphysique, ou même parfois de scolastique. Voici la description de Maruyama Masao dans le premier essai politique de 1940. Le néoconfucianisme, je cite, :
instaura une métaphysique établissant un lien entre l'homme et l'univers et destinée à remédier aux lacunes dont souffrait le confucianisme sur le plan du discours théorique. Plus loin, concernant la notion de li qui est traduite par raison-principe, je cite, : En d'autres termes, le li dans le néo-confucianisme est en même temps qu'un principe physique, un principe moral, et en même temps que spontanéité naturelle, il y a aussi normativité. Par lui, la loi naturelle se trouve reliée à la norme morale. Plus clairement, je cite Olivier Ansart sur l'auteur central du néo-confucianisme. Xuzi explique que ce qu'on appelle nature humaine est la substance de la raison céleste logée dans l'humanité, de la correction, de la ritualité et de la connaissance. C'est la bonne nature de Mencius, celle qui contient toutes les vertus cardinales. Les sentiments sont les mouvements qui naissent du contact des objets extérieurs et de cette nature. Ils se manifestent par des émotions, honte, respect, rectitude. Ainsi, dans le néo-confucianisme, il y aurait l'existence d'une naturalité au sein des individus, d'une nature humaine, avec une raison céleste qui serait normative et qui produirait les émotions. La forme du rite serait ainsi secondaire à cette nature humaine qui produirait par effet secondaire les normes morales. Dès lors, le rite n'est pas une forme stable établie depuis l'Antiquité, mais peut être corrigé, transformé par le sens intime. D'après Olivier Ansart, certains néo-confucianistes n'hésitent pas à dire, je cite, : qu'on peut créer des rites sur le fondement des vertus, qu'on peut les modifier, qu'on ne doit pas être trop rigoriste dans l'application des anciens rites, etc. Par rapport au néo-confucianiste Xuzi, je cite Olivier Ansart, : il ruinait, lui aussi, définitivement toute idée du rite concret comme norme absolue en partout et en tout temps. Les rites classiques ne pouvaient plus prétendre à épuiser la voix et à la représenter en totalité. Le chemin de l'expédient, le seul à pouvoir le faire, ne pouvait plus être fourni que par une vertu, le sens tout personnel et intime de la correction. J'en arrive enfin à la troisième entité. Après l'entité du confucianisme classique puis l'entité du néo-confucianisme, voici celle d'Auguste Solaï et de l'école du Kogaku, dans le Japon des Tokugawa à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Ces penseurs ont critiqué frontalement la nature humaine normative qui a dominé le néo-confucianisme, qui d'après eux aurait détourné les enseignements du confucianisme antique. Par exemple, voici une citation d'Ito Jinsai, un membre du Kogaku, qui critiquait les penseurs néo-confuciens. Je le cite. : Les penseurs des époques suivantes se délectèrent à déployer sans vergogne leur sagesse privée. Leurs esprits vaniteux les remplit d'orgueil et les poussa à délaisser l'enseignement des anciens rois et de Confucius. Ou encore, dans la même orientation, une citation d'Auguste Solaï, : La thèse qui considère qu'il suffit de gouverner sa propre personne pour être quitte avec la voie des saints et que, ce faisant, le monde et le pays se gouverneront d'eux-mêmes n'est qu'une idée reçue des bouddhistes et des taoïstes. Dans ses essais politiques datant des années 1940, Maruyama Masao décrit la critique des notions rationalistes et moralistes par les penseurs japonais, mais aussi leur retournement en une forme d'irrationalisme. Ces notions seraient je cite, : fruit d'une utilisation intempestive de ce que Solaï appelle la sagesse privée, coupable d'orgueil pour avoir osé inférer quelque chose sur la nature des normes célestes à partir de ce que sont les normes humaines. Le rationalisme Song s'est ici, sans quitter son propre cadre confucéen, transformé en son exact contraire, à savoir un irrationalisme. Que serait donc la voie pour les confucéens japonais du Kogaku ? Voici une définition d'Auguste Solaï. Je le cite. : La voie est une appellation synthétique. Cette appellation inclut les rites, la musique, l'application de la loi et l'art de gouverner. En somme, c'est ce qu'ont fondé les anciens rois. Et plus précisément encore, pour Maruyama Masao, je le cite. : La voie, selon Solaï, consiste uniquement en la voie des saints. La voie des saints, ou encore, la voie des anciens rois, dans son essence, est donc d'abord de nature politique, diriger son pays comme il faut, afin d'apporter la paix à l'Empire. Installer ainsi une telle notion au cœur de la voie, c'est infliger un cinglant désaveu au mode de la pensée continuiste qui reliait moralité personnelle et gouvernement du pays. Ainsi, pour atteindre la voie, il ne serait plus question de se laisser guider par son intériorité ou par sa nature humaine, mais plutôt il faudrait suivre des rites extérieurs qui ont été constitués par les anciens rois de l'Antiquité. Pour arriver à trouver les rites des anciens rois, le travail philologique des études anciennes, le Kogaku, donnerait les outils méthodologiques pour relire les textes anciens et pouvoir y prendre exemple. Dans ce changement du statut du rite confucéen dans le Japon des Tokugawa, le rite ne serait plus le résultat d'une intériorité normative vertueuse, mais il représenterait le moyen d'une normativité par une extériorité prenant pour modèle les rites des anciens rois chinois. Cette transformation représenterait un changement épistémologique considérable.
Les rites ne seraient alors plus naturels, mais ils seraient des créations d'anciens souverains. Les rites ne seraient plus liés à un travail sur l'intériorité, mais ils seraient liés au façonnage que produit un souverain sur ses sujets. Les désirs humains ne seraient plus des obstacles à réprimer pour atteindre une nature humaine morale, mais les désirs deviendraient de simples réalités qui convient de canaliser au moyen du rite politique. La vertu ne serait plus une capacité naturelle, mais je cite Solai, : La vertu, c'est l'acquis. Voici la description d'Olivier Ansart sur la notion de rite forgé par Auguste Solai. Je le cite. : Les rites sont créés par les sages sans le recours ni des vertus ni du ciel. Aux autres hommes, non de les recréer, la tâche est trop ardue, mais de les suivre. Les désirs ne cachent donc rien, ni vertu ni raison suffisante. Rien ne sert de leur donner la chasse. C'est dans cet esprit qu'il rejette, lui aussi, le puritanisme. Mais encore, je cite, : Les rites dans leur efficacité mécanique ont une immense portée politique. Plus que les explications verbales, plus que les menaces de force, plus que les sanctions et l'administration, ils inculquent dans des populations incapables de saisir la signification ultime, l'ordre de la voie. La voie est l'ordre des règles et des rites où tout se tient, où rien n'est de trop et où tout est cohérent. D'une certaine manière, Auguste Solai rejoint la position d'artificialité des rites selon le Xunzi du IIIe siècle, contre le Mencius. Ce penseur remis au goût du jour a plutôt été délaissé durant l'histoire du confucianisme chinois au profit de la bonne nature humaine de Mencius, qui était au centre de l'orthodoxie néo-confucéenne. La conception artificialiste du rite ressurgirait alors dans le Japon des Tokugawa, grâce notamment à Auguste Solai. Maruyama voit dans cette transformation du rapport entre les rites et la vertu la naissance du politique au sens moderne du terme, en le comparant à Machiavel. Je le cite. : Dans la mesure où, chez Solai, la pensée politique se trouve débarrassée à ce point des contraintes morales, il n'est pas inapproprié de lui attribuer la découverte du politique pendant notre période féodale des Tokugawa, au même titre que l'auteur du Prince porte l'honneur d'avoir fondé le politique en tant que science dans l'Europe des temps modernes. En suivant Maruyama, cette invention de ce que serait une sphère politique autonome et débarrassée de la morale aurait permis aussi la libération de la sphère du non-politique. Interviendrait ainsi une distinction entre le public, c'est-à-dire le politique, et le privé, c'est-à-dire ce qui relève du désir. La voix des anciens rois serait quelque chose d'externe qui s'adresserait à la société au moyen des rites, mais en même temps il ne s'appliquerait pas dans la sphère privée, c'est-à-dire à tout ce qui ne relèverait pas du politique, notamment la vie intérieure. Je cite Maruyama. : Et de fait, va peu à peu apparaître la signification dans l'histoire de la pensée néo-confucéenne japonaise de cette scission opérée par Solai entre le public et le privé. Le processus de dissolution de la continuité structurelle norme-nature que nous avons jusqu'ici retracé culminera chez Solai avec l'affirmation d'une libération de tout rigorisme dans la vie privée, intérieure, elle-même assurée par une sublimation des normes de la voix au niveau du public, du politique. De cette scission, il émergerait une double norme, celle du public où le rituel dominerait et serait sublimé, et celle du privé où l'intériorité serait délivrée de toute morale et pourrait donner libre cours aux passions et aux émotions. D'un côté, le domaine public produirait l'espace du rite qui serait, je cite Maruyama, : l'apanage exclusif de la voix des saints au sens strict, telle qu'elle se trouve exprimée dans les six classiques. De l'autre côté, dans le domaine privé, tout ce qui n'est pas lié à la voix des saints trouverait une place. Je cite Maruyama, : Ces courants de pensée orthodoxes qui se sont vus fermer les portes du domaine public sont maintenant autorisés à se maintenir à l'intérieur du domaine privé. En suivant Maruyama, un paradigme serait né avec Auguste Solai, et ce paradigme aurait potentiellement une relation avec la séparation qui est propre aux États-nations modernes et qui partage clairement le domaine public et le domaine privé. Pour terminer, je sors temporairement de l'aspect politique et je dois dire qu'un point précis attire grandement mon attention. Le domaine en particulier qui va trouver sa place dans la sphère privée serait d'après Maruyama celui de la poésie. Je cite Solai. : Il est tout simplement de même pour les poèmes chinois comme pour les nôtres. Il ne vise pas spécialement à enseigner la voie de notre entretien moral ou du gouvernement des hommes, ni ne prétend indiquer la manière de diriger son pays comme il faut, afin d'apporter la paix à l'Empire. J'ai déjà évoqué la difficulté de savoir si les écrits de Maruyama portent bien sur le XVIIIe siècle, ou si des conceptions plus modernes viennent grandement teinter les phénomènes décrits. Mais en ce qui concerne la question de la poésie, l'hypothèse qui en émerge m'est fascinante. En suivant Maruyama, je pourrais dire qu'il y aurait la naissance du politique en tant que public d'un côté et la naissance de la poésie ou de l'esthétique en tant que privé de l'autre. La nomination d'une séparation du politique et de la poésie, aujourd'hui on emploierait plutôt le mot art pour la seconde, est quelque chose qui me semble encore visible dans la société japonaise contemporaine.
L'espace de l'art serait réservé à une forme d'intimité où il se déploierait librement. L'art dans l'espace public serait fortement limité par les formes du politique. Cette séparation est certainement une conception moderne, mais elle aurait, me semble-t-il, la spécificité de se démarquer grandement des paradigmes présents en Europe, qui ont vu émerger la figure de l'artiste dans l'espace public plutôt que dans l'espace privé. Mais cela est déjà une autre histoire, qui nous amène bien loin des questions de la pensée politique sous les Tokugawa.